qui devait être épisodique devient de plus en plus régulier. Chacun y contribue. Il y a 15 jours, on a eu le plaisir d'avoir une première réunion de travail on avait déjà la chance d'avoir Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui était plus consacré aux questions de densification, d'aménagement du territoire. Il a examiné un autre volet. La semaine dernière, on a Martine qui nous a organisé une formidable conférence passionnante sur les femmes iraniennes, leur combat, et vraiment avec des témoignages qui étaient vraiment forts, et ça remet en perspective, parce que c'est vrai que au fil des semaines, l'actualité en remplace d'autres, et c'était très important d'y revenir. Et ce soir, on va parler de logement avec Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui nous fait l'honneur de la primeur de son livre, hein, puisqu'il est à peine sorti de l'imprimerie. Je pense que l'encre doit encore couler, hein, il y a 3 jours, quelque chose comme ça. Mais auparavant, je voulais vous dire qu'on a la chance ce soir d'avoir avec nous le président Hervé Marseille, qui est donc le président de l'UDI, je n'ai pas besoin de vous le présenter, et qui voilà, souhaite le nom directement. Ben voilà. En tout cas, voilà, qui nous encourage à ce type d'exercice, ce type de conférence. Bonsoir Pierre, et qu'on puisse les généraliser. Alors là, je le dis, ceux d'entre vous qui êtes là, vous le savez déjà, mais voilà, on encourage nos élus, nos secrétaires nationaux à prendre l'initiative, et nous, au siège, on est à disposition pour pouvoir aider à organiser cet événement sur la base des thèmes qui vous intéressent, des invités que vous souhaitez faire venir, et pour pouvoir densifier nos réflexions. Voilà. Je ne suis pas plus long. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, maire de Mennecy, vice-président de la MIF, qui a tous les vices comme il dit en général, mais il n'est pas vice-président de la Fédération de l'Essonne, puisqu'il est le président directement de la Fédération de l'Essonne. Merci Jean-Philippe de ta présence. Ça doit être le seul vice que je n'ai pas. Bien. Bonsoir à tous, bonsoir Hervé, merci d'avoir pris le temps de venir nous accueillir ici, et merci Eric et à toute l'équipe de la Fédération de Paris d'organiser ce moment. C'est moi qui suis très honoré de venir plancher devant vous ce soir. Alors à l'occasion 15 jours après avoir parlé spécifiquement de la question de l'artificialisation, de la densification, à l'occasion de la sortie d'un livre que j'ai commis, qui est sorti effectivement vendredi, concernant le logement. Au fond, j'ai souhaité depuis déjà quelques mois, sur un sujet sur lequel je suis amené à travailler dans le cadre des différents mandats que tu citais, essayer à un moment sur un sujet qui passe totalement sous les radars depuis que Jean-Louis Borloo n'est plus en fonction ministérielle, qui est totalement en dehors du champ des grands débats nationaux, politiques, d'idées, eh bien, poser une pierre et poser un certain nombre de propositions. Moi, je suis absolument frappé, et puis je vais essayer d'être relativement bref, l'objectif étant qu'on puisse échanger ensemble si vous le souhaitez, que le logement constitue aujourd'hui un des grands impensés politiques. Le logement est totalement absent des débats politiques lors des élections présidentielles, où il est à peine abordé au travers de quelques touches. C'est un sujet qui souvent n'est abordé d'ailleurs que sur son seul prisme politique de la ville, ou sur son seul prisme comptable, alors même que pourtant le logement fait partie des 2 ou 3 seuls secteurs de politique publique qui sont intégralement transversaux, en cela qu'ils concernent absolument tous les aspects de la vie et qu'ils font de nous, d'une certaine manière, ce que nous sommes. Ce qui est d'ailleurs le titre de ce livre, l'habitat fait le citoyen, au même titre, et je reviendrai sur cette idée, que l'enseignement, le logement, le cadre de vie dans lequel nous sommes amenés à évoluer est quelque chose qui est totalement constitutif de ce qu'on est. Le type d'habitat conditionne, ce n'est pas le seul facteur, heureusement, ce n'est pas une théorie de l'excuse ou quelque chose qui voudrait que les choses soient préécrites, mais le type d'habitat dans lequel nous sommes, le quartier dans lequel nous sommes, conditionne en partie nos chances de réussite scolaire, nos chances ou non d'accéder à un travail, nos chances ou non d'arriver à faire grandir une famille dans des conditions correctes. On l'a mesuré assez souvent, puisque la grande référence ultime depuis maintenant 3 ans, c'est de parler de la période de la Covid.
La question des violences intrafamiliales s'aborde de manière totalement différente entre de l'habitat extrêmement exigu avec une suroccupation de logement ou un couple avec un enfant dans un grand pavillon. La question de l'accès au télétravail s'aborde totalement différemment en fonction de la typologie d'habitat. Et au fond, sur ce sujet qui est donc totalement constitutif de ce que nous sommes, on est sur un silence radio absolu. Au-delà d'être constitutif de ce que nous sommes, le logement, c'est le principal facteur de dépenses captives des Français et donc de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand on parle de pouvoir d'achat, on fait des chèques. On fait un chèque de 50 ou 100 balles en fin d'année pour payer de l'énergie ou de l'essence. Alors c'est toujours sympa parce que vous avez un président, un Premier ministre ou un ministre de l'économie qui vous envoie un chèque de la part de Bruno Le Maire, de la part de Madame Borne, et vous recevez 100 € en fin d'année. Donc on fait quelque chose d'important politiquement. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui n'impacte pas financièrement par rapport au poids du logement. Le logement, c'est le principal poste de dépenses captives des Français. Quand on prend le coût du logement, qu'on parle d'un loyer, qu'on parle d'un remboursement d'emprunt, quand on rajoute les frais d'entretien, les charges, l'ensemble de ce qui est induit, c'est le premier poste de dépenses captives des Français. Et c'est un poste qui n'a cessé d'augmenter et qui a augmenté plus vite proportionnellement que les revenus depuis 30 ans. C'est le cas dans tous les pays de l'OCDE, c'est le cas particulièrement en France et particulièrement dans les zones de tension de logement. Et cette atteinte au pouvoir d'achat des Français, elle a été un facteur d'augmentation des inégalités. C'est-à-dire qu'on constate une augmentation beaucoup plus forte du coût logement par rapport aux revenus pour les classes populaires que pour les classes moyennes et pour les classes moyennes que pour les classes supérieures. Et donc le logement, outre le fait qu'il conditionne ce que nous sommes, les chances de réussite d'un bébé à naître, eh bien, il est aussi le principal facteur sur lequel on peut regagner ou non du pouvoir d'achat. Et pour autant, on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on n'en parle pas ? Moi, j'ai deux grandes théories là-dessus. La première, c'est qu'assez souvent, en fait, c'est des mesures assez techniques. Et quand on est sur des débats politiques nationaux, à l'heure de la démocratie Twitter et des 140 signes, arriver à expliquer en 140 signes une idée complexe qu'en l'espace d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, en échangeant, on aura à peine effleuré, c'est quelque chose de totalement impossible. On est dans une démocratie de la caricature. Et dans une démocratie du fond, c'est plus compliqué. Et le logement, souvent, c'est pas une mesure unique, c'est une succession de mesures techniques, donc difficile à faire entendre. La deuxième chose, c'est cette théorie de dire, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que le logement n'est ni de gauche ni de droite. Après, il y a quand même quelques invariants. On va souvent avoir une gauche qui va se suraxer sur la question du logement social. Une droite, c'était la théorie de Sarkozy, une France de propriétaires en 2007. La réalité, c'est qu'une France de propriétaires, on est le pays d'Europe occidentale qui avons le plus faible taux de propriétaires. Il n'y a guère que l'Allemagne qui soit en dessous de nous, mais avec un rapport au système de retraite qui n'est pas le même que celui qu'on peut avoir. Et donc on est sur un sujet qui est totalement absent et qui n'est pas évoqué. Et puis on est sur un sujet qui, pour le coup, fait aujourd'hui l'objet d'une crise majeure. D'une crise majeure que l'on commence à peine à percevoir, si on dit les choses très clairement. Le logement, depuis l'après-guerre, ça a été un secteur qui a toujours été en croissance, en développement insuffisant par rapport aux besoins des Français. Quand on parle de ce que l'on est, quand on parle de qualité de vie, aujourd'hui en France, selon la Fondation Abbé Pierre, c'est 4 millions de mal logés. En Ile-de-France, 5 300 000 mal logés. C'est-à-dire que l'Île-de-France, qui compte 18% de la population, fait un tiers des mal logés de ce pays. Mais donc, c'est quelque chose qui, même si on en a beaucoup produit, c'est produit de manière inégale, de manière insuffisante. Et où ce logement qui, jusqu'à maintenant, vivait depuis quelques décennies, il y a des périodes de crise, il y a eu la période des subprimes 2007-2008, il y a eu un ralentissement également à la fin des années 90, mais sur un cycle de 80 ans, on a toujours été sur une logique de croissance. Et là, on est sur une crise extrêmement dure qui est apparue sur une crise de l'offre avec les années 2020. C'est-à-dire que 2020, 21, 22, 23, c'est des années d'effondrement de la production du logement, alors même que l'on en manque et que l'on n'en a pas assez.
Effondrement en 2020, double élément de ralentissement. D'une part, l'élection municipale, qui est toujours une période gélifiante, et puis de nouvelles équipes qui ont été élues souvent contre l'urbanisation ont tendance à gélifier. Quand on rajoute là-dessus le premier confinement, 2021, deuxième confinement, troisième confinement, les élections cantonales qui sont la suite des municipales, ralentissement. 2022, la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts matières. Et 2023, la guerre en Ukraine, l'explosion des taux d'intérêt. Et la réalité, c'est qu'on est sur un effondrement total depuis 2020 des permis de construire et des agréments de logements sociaux délivrés. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. On ne le mesure pas parce que les 3 années les plus hautes de la décennie en termes de délivrance de permis de construire, c'était 2017, 2018, 2019. C'est-à-dire c'est les logements qui arrivent aujourd'hui sur le marché. C'est des logements, la réalité c'est que le logement c'est le temps long. Entre le moment où un permis de construire est déposé et où le logement est livré, on est entre 3 à 6 ans. Selon qu'il y ait ou non des recours sur le permis de construire, selon que la commercialisation se fait rapidement ou met un petit peu de temps, selon que le chantier se déroule bien ou qu'il y ait un arrêt de chantier parce qu'une entreprise fait faillite, selon qu'on est sur un pavillon ou un immeuble avec 3 ou 4 niveaux de sous-sol. C'est entre 3 à 6 ans. Et donc la réalité des années 21, 22, 23, 24, c'est les années les plus hautes en termes de livraison de logements. Les années d'effondrement de livraison de logements sur le marché, elles sont devant nous. On va être sur 24, 25, 26, 27. Et donc, on a cette crise de l'offre qui est en train de s'amplifier. On a parallèlement, et c'est un phénomène nouveau, une crise qui est une crise de la demande. Une crise de la demande parce que pour la première fois depuis des décennies, la demande stagne, c'est-à-dire que les gens n'achètent plus. Ils n'achètent plus parce qu'on a le double facteur, remontée des taux d'intérêt, inflation. Ce qui fait que le pouvoir d'achat étant totalement étal, on a à la fois la crise de l'offre, mais la crise de la demande. À cette double crise offre-demande, on a une crise structurelle de la construction. Crise de la construction, pourquoi ? Parce que dans un pays où la seule logique que nous devrions avoir face à une population de 4 millions de mal logés, une population qui augmente, une population qui vit plus vieille, où on décohabite plus, donc on a besoin à population identique d'avoir plus de logements. Alors que la seule logique qu'on devrait avoir, c'est de produire davantage, de produire mieux et de produire des logements à tarifs accessibles pour pouvoir loger les personnes qui vivent sur ce pays, eh bien, on se retrouve aujourd'hui confronté à des facteurs d'explosion des coûts de production majeurs. Le coût de production de logement, il est constitué de quoi ? Le coût de l'argent, le coût financier, on est passé de 1 à bientôt 4% sur les taux d'intérêt. 1%, c'était une anomalie dans l'histoire, mais enfin, quand on passe en moins d'un an de 1 à 4%, on voit bien l'effet d'éviction pour les classes moyennes ou pour les Français. En un mois, c'est 5 mètres carrés qui ont été perdus par les Français sur leur capacité d'acquisition avec la remontée des taux. On a une augmentation de coûts qui est liée à l'augmentation du coût matière. La reprise post-Covid en Asie, la guerre en Ukraine font mécaniquement que les coûts matières augmentent, ont augmenté très fort même si on a une stabilisation aujourd'hui. Et donc deuxième facteur de constitution de prix, les coûts matières, ces coûts-là explosent. Troisième facteur d'augmentation des coûts de l'acte de construire, de l'acte de bâtir, c'est tout simplement les normes environnementales. Extrêmement vertueuses, mais l'ART 2012 coûtait plus cher que la norme précédente, l'ARE 2020 coûte plus cher que l'ART 2012, l'ARE 2020 sur ses évolutions 25 et 28 vont coûter encore plus cher, et la réalité c'est que l'acte de construire coûte de plus en plus cher aux entreprises, qu'il s'agisse d'ailleurs de promoteurs privés ou de bailleurs sociaux, mais l'acte de construire coûte plus cher et ne diminuera pas. La seule question est d'espérer arriver à réduire la hausse en massifiant, en industrialisant les process correspondant au futur RE 2020, 2025 et 2028. Et puis, quatrième chose, on est aujourd'hui sur une trajectoire du ZAN, le zéro artificialisation nette dont nous parlions la dernière fois, mais c'est aussi un facteur d'augmentation du coût. Parce que la raréfaction du terrain fait que ce qui est rare vaut cher, et donc moins de terrain disponible, c'est des terrains plus chers. Et la logique du ZAN, qui est de reconstruire la ville sur elle-même, construire sur des friches, construire sur des terrains déjà bâtis, où il faut démolir, où il faut dépolluer, c'est quelque chose qui coûte plus cher. Et donc on est sur un coût du logement neuf qui est en augmentation et qui va continuer à l'être. Le coût du logement ancien va également connaître un certain nombre de soubresauts.
La crise actuelle fait qu'on a une stabilisation, voire une diminution du coût de l'ancien. Pour autant, les normes en termes de rénovation, le coût de la rénovation énergétique est quelque chose qui va devoir être ingéré par les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires loueurs, qui est absolument énorme. Et on voit bien qu'on a aujourd'hui tous les éléments pour arriver à un resserrement total du système. Et fondamentalement, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, alors pour le coup, ce livre a été écrit avant les conclusions du gouvernement sur le Conseil national de la refondation logement. On a un gouvernement qui ne se préoccupe pas fondamentalement de cette question-là. Le ministre, d'ailleurs, ministre du Logement, sans son ministre de tutelle, parce que Christophe Béchu était totalement en dehors de la procédure, avec la Première ministre Elisabeth Borne, a installé il y a de cela 7 mois ce Conseil national de la refondation logement. Alors, on peut se poser la question de l'intérêt de travailler en silo quand on parle du logement. Les conseils nationaux de la refondation, on a le numérique, on a le logement, on a la biodiversité. Enfin, si c'est pour faire la même chose que dans un ministère où on est déjà en silo, on peut se poser la question de l'intérêt de le faire. Mais donc, Conseil national, on met dans un shaker 200 personnes, les associations, les bailleurs sociaux, les aménageurs, les promoteurs, les architectes, les bureaux d'études, les élus locaux, les élus de toute sensibilité. On secoue le shaker pendant 7 mois, puis il en sort des propositions. Et là, après 7 mois de brainstorming généralisé, eh bien, on a un gouvernement qui fait un non-choix. C'est-à-dire un non-choix, c'est quelques mesures techniques, on pourra en reparler si vous le souhaitez, qui ont un intérêt, mais qui ne sont pas de nature à répondre à la situation de crise dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer, et qui n'est pas de nature à relancer très vite une machine qui, quand bien même elle serait relancée cette année, mettra du temps pour aboutir à des effets. Et si on veut prendre les choses de manière assez cruelle, le bilan du CNR Logement sur un budget qui est le seul budget qui rapporte plus à l'État qu'il ne coûte. Le logement, ça rapporte à l'État 90 milliards pour en coûter moins de 40 annuellement. Le bilan de ce que propose le gouvernement en termes du CNR Logement, c'est 2 milliards d'économies. C'est-à-dire que la relance du logement vue par l'État aujourd'hui, ça a été de sabrer les budgets. 2 milliards d'économies, c'est quoi? C'est la suppression du Pinel et c'est le rétrécissement du PTZ. Donc on est sur quelque chose aujourd'hui qui est un impensé politique total. Alors j'ai souhaité dans cet ouvrage, en m'appuyant sur mon vécu de maire, l'expérience que je peux avoir maintenant depuis bientôt 2 ans comme vice-président de la région, ou en ayant eu la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir occuper la présidence de grands établissements publics d'État, comme le sont l'EPF ou GPA, et bien pouvoir essayer d'émettre quelques propositions extrêmement concrètes. Certaines peuvent être provocatrices, d'autres sont largement partagées par la profession. Je pense que nous devons avoir le courage de plafonner le prix du foncier dans les zones tendues. Alors, j'ai discuté de ça avec un élu communiste l'autre jour sur un plateau télé. Il me disait « Ah, mais je vous invite à la fête de l'image. Moi, je vous fais une carte de l'UDI si vous voulez. » Mais la réalité, c'est le seul facteur sur lequel on a un moyen de jouer sur la constitution du prix du foncier, sauf à abandonner toute ambition environnementale et écologique. Je pense que nous ne pouvons pas répondre aux besoins de logement si on ne recrée pas un intérêt pour les communes, pour les habitants des communes, à avoir du logement qui soit produit. Aujourd'hui, produire du logement, ça ne fait pas forcément plaisir d'avoir de nouveaux habitants à côté de chez soi, ça crée des vues, ça crée du bruit, on ne sait pas qui sont les nouveaux barbares qui vont venir à côté, et en plus il n'y a plus d'intérêt financier pour les communes, parce qu'entre les baisses de dotation et la suppression de la taxe d'habitation, il n'y a plus cet équilibre dynamique où les nouveaux habitants étaient ceux qui finançaient les équipements publics pour ceux qui étaient déjà là. Pendant des années, l'arrivée de nouveaux habitants, ça permettait d'agrandir l'école, de payer la crèche, de payer le centre culturel ou le city-stade. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on a un contrat de confiance à remettre en place avec les communes.
des communes qui font l'effort de la construction, c'est des communes dont je considère qu'aujourd'hui, elles doivent être accompagnées, on doit leur garantir, l'État doit leur garantir un minimum de services publics régaliens. Comment est-ce qu'on peut expliquer à un maire que c'est scandaleux de ne pas construire quand il y a 35 enfants par classe parce qu'il n'est pas en REP et que quand il y a un absent, un professeur qui est absent, il n'est pas remplacé pendant 2 mois ou il est remplacé une fois 2 jours et puis plus rien et puis encore une journée par des remplaçants différents à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut reprocher à un maire de ne pas favoriser la construction ou d'être réticent à la construction quand il n'y a plus de médecins, quand des nouveaux habitants n'arrivent pas à avoir un médecin traitant? Donc on a ce contrat de confiance à remettre en place avec les communes et je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ça passe par une discussion avec l'État. Ça passe par exemple par la question de l'attribution des logements sociaux. Comment est-ce qu'un maire peut expliquer aux habitants qu'il faut construire des logements sociaux dans sa commune quand 80% des logements ne sont pas attribués par la commune et que la gestion en flux mise en place par l'État et voulue par l'État va encore contribuer à faire que les communes soient dépossédées de cette politique de l'attribution? On est dans un pays où on impose aux maires une politique du logement, mais on leur refuse d'avoir une politique du peuplement. Quand on fait du logement, c'est aussi pour que ça puisse bénéficier aux habitants de sa commune. C'est pas quelque chose d'exclusif par rapport aux autres, mais c'est un moyen de réamorcer la pompe. J'ajoute que c'est quelque chose qui ne coûterait rien à l'État, ça lui ferait même faire des économies, puisqu'il aurait besoin de moins de fonctionnaires dans un certain nombre de structures déconcentrées. On a toute une question sur la question de l'accès à l'emprunt. On est aujourd'hui sur l'emprunt qui est totalement monolithique, extrêmement sécurisé, ça a des avantages, mais en France, on emprunte sur 15 à 25 ans avec un taux d'endettement maximum, etc. Tout est normé et en portant sur la personne. Quand on regarde ce qui se fait un peu à l'étranger, qu'on aille en Suisse ou qu'on aille dans les pays scandinaves, je ne suis pas sûr qu'on vive plus mal en Suisse ou dans les pays scandinaves, que la crise du logement soit plus prégnante en Suisse ou dans les pays scandinaves, eh bien on se rend compte qu'on peut avoir des emprunts de longue durée qui portent non plus sur la personne, mais sur la pierre, sur le bien. Donc c'est des emprunts de 40, 50, 60 ans, ce que fait l'État. Hein. Quand l'État emprunte, quand des foncières empruntent, ils empruntent auprès de la Banque des Territoires sur des durées de ce type. Alors effectivement, le coût financier du crédit est plus important, mais comme le montant des mensualités est beaucoup plus faible, ça rend du pouvoir d'achat aux personnes. Donc c'est quelque chose, c'est un choix, c'est pas exclusif du système classique, mais c'est rendre du pouvoir d'achat. C'est redonner la possibilité d'accéder à la propriété à des gens qui en sont aujourd'hui exclus, qui vont être de plus en plus nombreux à en être exclus avec la remontée des taux d'intérêt. Et c'est permettre à des personnes de devenir primo-accédants. Quand vous êtes primo-accédant, vous pouvez revendre votre bien. Et quand vous pouvez revendre votre bien, vous avez un capital. Ce qu'on propose aujourd'hui sur les ouvertures pour essayer d'avoir un marché du logement et de l'accession à la propriété moins monolithique, et ce qui est très bien, c'est du démembrement de propriété. C'est le BRS, le bail réel solidaire. Moi, je le soutiens. On a mis en place avec Eric à la région un dispositif qui permet de le financer. Mais le bail réel solidaire, déjà, c'est limité à des personnes extrêmement modestes, puisque ayant accès au logement social, et en plus, vous êtes privé d'avoir la plus-value sur votre bien. En fait, vous êtes propriétaire des murs, mais pas du foncier, et donc, en fait, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une plus-value le jour où vous revendez. Un emprunt sur la pierre, eh bien, vous avez, en cas de plus-value, vous avez cette plus-value pour vous. Et la réalité, c'est qu'en bientôt un siècle, quand on prend une période de 10 ans, le coût du logement n'a jamais diminué, à quelques exceptions près, sur des quartiers totalement paupérisés qui font aujourd'hui l'objet d'Orcodine. On les compte sur les doigts de la main en Ile-de-France. Donc, la part de risque, elle est extrêmement faible. Et puis, autre avantage là-dessus, c'est que l'emprunt ne porte plus sur la personne, mais sur le bien. C'est-à-dire que quand vous êtes à 30% de taux d'emprunt sur votre logement, il ne faut pas qu'il y ait un accident, il faille changer la voiture, parce que ça ne passe plus. Il ne faut pas qu'il y ait un non-remboursement où c'est la personne qui devient ad vitam, tricard auprès des banques. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement imaginer. J'ajoute à ça que, savez-vous quelle est la durée moyenne d'un emprunt en France ? La durée d'un emprunt immobilier réel, 8 ans. 8 ans. C'est-à-dire qu'on a une décorrélation totale entre la durée théorique de l'emprunt et sa durée de vie. Pourquoi ? Parce qu'on est amené à déménager, à revendre le bien au fur et à mesure que la famille s'agrandit, ou qu'au contraire la famille se déconstruit, ou qu'on change de région pour changer de travail. Et donc le seul intérêt de l'emprunt, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour pouvoir occuper un logement à un instant T, à un instant donné, et dans le cadre d'un emprunt par rapport à une location, mettre un peu d'argent de côté et pouvoir éventuellement bénéficier d'une plus-value. Donc la question de l'emprunt et de sa durée est quelque chose de totalement marginal.
Voilà quelques-uns des sujets que je propose, que je porte dans cet ouvrage. C'est toute une série, une quinzaine, je ne les ai même plus forcément tous en tête. Si, quand on parle de contingence environnementale, aujourd'hui, nous n'imposons pas la réversibilité du bâti. On sait parfaitement que selon la façon dont on construit une maison, un immeuble, que ce soit un immeuble de bureau, un immeuble de logement, un bâtiment d'activité économique, selon les process de construction, c'est un bâtiment qui pourra être rénover, changer de destination extrêmement facilement, qui ne pourra quasiment pas le faire ou à des coûts absolument dispendieux. C'est parfaitement. Et pourtant, aujourd'hui, alors qu'on nous explique qu'on est sur un changement de paradigme environnemental, qu'il faut essayer d'avoir des bâtiments le plus bas carbone possible tout au long de leur durée de vie, on continue à ne pas imposer, dès le stade du permis de construire, la réversibilité d'un bâti. Alors que quand on construit un bâtiment, il est là pour plusieurs siècles, si on l'a bien construit. Savoir quelle sera sa destination, son besoin dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est des choses aussi bêtes que la hauteur sous plafond, les largeurs de portes, quelles sont les structures porteuses, quelle densité de matériaux utilisés en structure porteuse. Si vous parlez de béton, on peut parler de beaucoup d'autres choses comme ça. Ce n'est pas forcément des choses très complexes, mais aujourd'hui, on n'a mis aucun référencement en place permettant d'aller vers une réversibilité, et on continue à ne pas imposer la possibilité de créer une réversibilité. Voilà quelques sujets parmi d'autres que je porte ou que j'essaye de défendre dans cet ouvrage. Et encore une fois, l'objectif étant pour moi, pour nous, d'essayer de montrer qu'on est aussi une formation politique qui sommes capables d'avancer sur des vrais sujets, de faire des véritables propositions, là où au fond très peu de gens sont amenés à en faire. Et sur un sujet vraiment majeur. Encore une fois, 4 millions de mal logés en France, 1 300 000 mal logés en Ile-de-France, et aujourd'hui c'est quelque chose qui passe totalement sous les radars, et c'est quelque chose qui va s'aggraver dans les années qui viennent. Je pense qu'on utilise assez souvent la question ou la notion de bombe sociale à retardement par rapport à la question du logement, mais on est vraiment en plein dedans. Voilà, j'étais beaucoup trop long. L'objectif, c'était de pouvoir échanger avec vous. Et puis, si vous avez quelques questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci Jean-Philippe. Y a-t-il des questions? Je suis sûr. Pierre. Bonjour, merci beaucoup. On sent une très grande maîtrise du sujet. Et alors j'ai deux questions en fait. Je voulais comprendre quel était ce mécanisme du BRS parce que j'en avais jamais entendu parler. Et le deuxième point, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Quels sont les leviers qu'on peut utiliser? Oui, merci aussi pour cet exposé, c'est très intéressant. Juste une petite réflexion, c'est que, comme vous le disiez, il y a quelques années, on avait coutume de dire que la droite faisait monter l'immobilier et baisser la bourse, et le contraire pour la gauche. Le 8 mai, on le voit, c'est-à-dire que l'immobilier monte et le CAC 40 n'a cessé de monter depuis 2017 aussi. Moi j'ai une question, quel est votre avis sur l'objectif des 500 000 constructions par an qui manquent, dans un contexte donc, de hausse des taux, dans un contexte d'offres et de demande en pénurie, et avec le risque notamment d'avoir une désertification, de vider les centres-villes, et aussi de désagrégation de l'habitat ancien. Alors, le BRS, bail réel solidaire. Le BRS, c'est quoi? C'est un système d'accession sociale à la propriété qui est un bon système. Mais en vérité, quand on parle de logement, il n'y a pas de martingale. Il n'y a pas un système unique qui répond à tout. Et en fait, le logement, c'est comme une pelote de laine. Et quand vous commencez à tirer, vous tirez et vous échenillez une pelote qui est sans fin. L'accession sociale à la propriété, en France, il y a eu
deux systèmes, enfin les deux derniers systèmes, parce qu'il y a pu y avoir d'autres choses. Généralement, ça va être conditionné à des critères de revenus pour la personne qui va acquérir, puisque c'est quelque chose qui est aidé. Il y a eu le PSLAI qui a été créé il y a quelques années, qui avait le gros inconvénient d'être classifié sur du logement social, mais pendant une durée uniquement de 10 ans, et d'être exonéré de taxes locales. C'est-à-dire que les communes, quand on leur expliquait, vous construisez, quand vous avez des obligations SRU, dans 10 ans, ça ne comptera plus dans votre contingent SRU, et en plus s'exonérer de taxes locales, ça faisait que ça ne marchait pas tellement. Jean Castex avait remis en place les taxes locales, c'est-à-dire qu'en fait l'État, il y a de cela 3 ans, il avait mis en place une compensation pour les communes de la part de l'État, donc il n'y avait plus cette privation-là. Et puis est arrivé le BRS, le bail réel solidaire, donc qui est là encore un système qui lui est plus intéressant pour les communes parce que le logement qui est en accession est classifié logement social pour la durée de vie du logement. Donc ça rentre dans les contingents SRU pour les communes. Donc ça, c'est un intérêt pour les communes. L'intérêt pour les propriétaires, c'est que ça permet d'acquérir des logements, on va dire, entre 20 à 45% moins chers en termes de mensualité que le prix du marché. La réalité, c'est que la cible, c'est plus de 30%. Voilà. On est sur un système qui, pour arriver à fonctionner, va essentiellement fonctionner dans les zones de forte tension. C'est-à-dire que si on prend l'Île-de-France, Paris, la Petite Couronne ou les secteurs en tension de moyenne couronne, ont un marché pour faire du BRS. Quand on est en très très grande couronne, l'écart de prix, comme on peut l'avoir sur du logement intermédiaire ou des PLS, avec le prix du marché est plus faible. Et en fait, le BRS, c'est quoi ? Il y a une dissociation de la propriété entre le foncier et le bâti. Donc vous avez un OFS, moi je suis technique, mais vous n'aurez pas perdu votre soirée. Vous avez un OFS qui se crée, c'est-à-dire un organisme foncier solidaire. En général, c'est une émanation d'un bailleur social. On en a une quinzaine qui se sont créés en 2 ans en Île-de-France. Quasiment tous les bailleurs sociaux ont créé ou sont en train de créer le leur. Donc on voit qu'il y a une vraie appétence pour ce dispositif-là. Et l'OFS crée un logement en BRS. Il va conserver la nue propriété, le foncier, et il va vendre le bâti. Donc en fait, ça va se constituer comment ? Vous avez d'un côté un coût d'achat pour la personne propriétaire sur le bâti et vous avez une redevance pour l'occupation du foncier. Et c'est le cumul des deux qui fait que le remboursement, enfin le montant payé par l'acquéreur du BRS est entre 20 et 45% de moins que le marché privé. Au terme du BRS, la personne revend son bien. Donc ça revient à l'OFS qui va être amené à le revendre. Mais par contre, il y a un gap sur la plus-value. C'est-à-dire, ce qui est logique, comme c'est une vocation à rester social et que le logement est catégorisé social à vie, c'est d'éviter que le logement triple son prix en l'espace de 10 ans si on est sur une période de bulle assez forte et que donc la personne qui vienne ensuite ne puisse plus y accéder dans le cadre de critères sociaux. Mais c'est quelque chose qui, du coup, garantit un retour d'investissement pour la personne propriétaire. Ça n'a pas été quelque chose qui a été payé à vide pendant des années, mais en sens inverse, il y a une limitation sur la plus-value. Le deuxième point, c'était... Quels sont les leviers que tu as, on a, pour faire bouger les choses ? Alors, on en a énormément. Le seul qui n'est pas utilisé aujourd'hui, c'est le volontarisme politique. Ce qui est dommage, parce que quand on a un engagement politique, c'est le principal. Si un type comme Borloo a pu totalement bouger les lignes, c'est parce que c'était, comme peut l'être Jean-Louis, avec un profil totalement atypique, parfois des airs de professeur tournesol, mais il avait une capacité à porter politiquement des dossiers. Il a eu une capacité, il faut lui rendre ça, à embarqué avec lui le président de la République de l'époque, qui lui a fait confiance, qui a ouvert les vannes en 2002, quand Chirac a été réélu. Mais en fait, beaucoup de choses sont une question de volontarisme politique. Ce qui est très dur d'avoir du volontarisme politique sur le logement ou l'aménagement, déjà, c'est que c'est du temps long. Je disais tout à l'heure, les effets, c'est 3 à 6 ans. La durée de vie d'un ministre moyen sous la 5e règle, c'est 18 mois. Donc enclencher des politiques de moyen long terme dont vous vous dites que si vous êtes dans la moyenne, de toute façon vous serez remplacé avant la fin du truc, c'est quand même un petit peu compliqué. La deuxième chose, c'est que depuis
Jean-Louis. Alors il y a eu un petit épisode avec Duflot, qui a eu un périmètre un peu plus large. Mais en fait, on n'a plus de ministre plein sur un secteur un peu transversal du logement. En général, vous êtes sur des secrétaires d'État ou des ministres délégués qui sont eux-mêmes rattachés à un ministre. Assez souvent, on va même jusqu'à séparer le logement et la ville, là où la réalité, c'est que le logement seul, enfin si c'est pour dire je suis ministre de la façon, de la norme dont on va construire et de la SRU, ça n'a absolument aucun sens. Le logement, il se conçoit dans un environnement. Le logement, c'est quel service public autour du logement, quel aménagement autour du logement. Enfin, vous pouvez être dans un appartement absolument exceptionnel, dans un quartier totalement déprécié, et il y en a beaucoup, parce que des logements des années 70 avaient parfois des normes en termes d'usage plus agréables que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne parle pas en termes d'économie d'énergie, mais le tout dans des quartiers totalement dépréciés. Voilà. Et on se rend compte que ce volontarisme politique, il s'est extrêmement atténué, comme on le constate d'ailleurs dans tous les secteurs de la société où le poids du politique a diminué et le poids de l'administration a augmenté, d'une manière générale. Mais c'est particulièrement vrai sur le logement, avec d'une part un rétrécissement des périmètres, un poids de Bercy qui s'est fait de plus en plus fort. Et encore une fois, vraiment, on prend la question du CNR qui vient de se faire. C'est un arbitrage budgétaire. On fait 7 mois pour dire comment on réfléchit ensemble avec 200 personnes. On arrive à mettre ensemble Véronique Bédag, patronne de Nexity, premier groupe IMO français, et Robert, patron de la fondation Abbé Pierre. Enfin, il y a des mariages improbables, mais qui globalement ont réussi à bosser ensemble pendant 7 mois et être à peu près d'accord sur pas tous les diagnostics, mais une très grande partie d'entre eux. Et on n'en fait strictement rien. Bon, je ne pense pas qu'Olivier Klein soit plus bête que la moyenne. Je pense simplement que la réalité en bout de course, c'est un arbitrage budgétaire qui a été fait par Bercy. On met 7 mois pour dire, finalement, on fait des économies budgétaires parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'argent dedans. Et la semaine suivant le CNR, c'est Bruno Le Maire qui est interviewé sur la matinale de BFM Télé. Globalement, il explique qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a déjà beaucoup d'argent dans le secteur. Dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a de l'argent dans le secteur, ça va quand on n'a pas de difficulté soi-même. Ça va quand on n'est pas en prise ou en confrontation avec des gens qui ont du mal. Et quand on parle de volontarisme politique, moi je peux entendre qu'il y a des choses qui coûtent très cher. Je peux l'entendre. Mais on est sur un secteur, un, qui rapporte de l'argent, et deux, où beaucoup de dispositifs ne coûtent rien. Quand on parle d'aller plafonner le prix du foncier dans des secteurs tendus, est-ce que ça coûte quelque chose ou pas? Rien. Quand on parle des attributions de logements sociaux, de les confier aux communes, ce qui serait aussi un moyen de fluidifier et d'accélérer un petit peu la rotation des logements sociaux. Parce que quand c'est géré entre 4 contingents différents, la réalité c'est que quand vous avez besoin de changer de logement, personne ne traite le dossier. Quand vous avez une grand-mère qui est toute seule dans un T5, qu'elle a eu à 30 ans parce qu'elle avait 3 enfants, que 40 ans après, elle occupe toujours, et qui n'acceptera de déménager, déjà, si on lui propose un T2, en général, elle ne voudra pas parce qu'il y a les meubles, et puis que les meubles, c'est sa vie, c'est ses souvenirs. Donc elle va demander un T3, mais en logement social, on ne prend pas un T3. Et puis si on lui accepte, elle n'acceptera de déménager que si elle est dans le même immeuble, voire dans la même rue, au pire dans le même quartier. Déjà, l'État qui fait 30% des logements, ils ne s'occuperont pas d'elle parce qu'elle est déjà dans du logement social. Donc on lui dit, vous, on ne s'occupe pas de vous. Action Logement qui va faire entre 20 et 30%, dit nous on s'occupe des salariés du privé, on ne s'occupe pas de vous. Donc votre mamie, le seul qui est capable de s'en occuper, c'est le maire. On lui dit vous avez 20% de logements sociaux. Et puis dedans, il faut que vous vous occupiez aussi de vos mal logés, etc. Parce que de toute façon, on ne va pas s'en occuper à votre place. Donc c'est pour ça que je dis que confier les contingents au maire, y compris en mettant des garde-fous, mais enfin, c'est aussi un moyen de créer de la fluidité, ça ne coûte rien. Quand on dit inciter à construire dans les communes, c'est-à-dire mettre un lien entre les niveaux de recettes des communes et l'acte de construire. Si vous êtes ambitieux, que vous avez de l'argent, vous créez une enveloppe supplémentaire. La taxe d'habitation, c'était 16 ou 17 milliards, très bien, vous mettez 3, 5 milliards sur la table et puis vous les répartissez. Mais si vous voulez rien dépenser de plus, vous prenez les dotations actuelles et puis vous les répartissez, non plus en fonction des critères actuels, mais au prorata de ce qui a été construit ou pas sur 10 ans. Vous avez une visibilité, vous ne voulez pas construire, vous avez moins, vous construisez plus, vous savez plus. Même chose quand on parle de garantie de service public. Où est-ce qu'on affecte en priorité des remplaçants? Est-ce que c'est logique qu'une commune qui ne fait aucun effort en termes de production de logement, elle soit globalement pas moins bien traitée qu'une qui fait des efforts pas possibles? On peut se poser ce type de questions. C'est est-ce qu'on est capable de faire plus ou est-ce que si on ne fait pas plus, à enveloppe identique, on répartit un peu différemment? Ça, c'est des choses qui n'ont pas de coût. Quand on parle de l'accès à l'emprunt, ça n'a pas de coût. Mettre en place un emprunt sur la pierre,
ça n'a pas de coût pour l'État. Mettre en place une réversibilité du permis de construire, enfin une réversibilité du bâti au stade du permis de construire, ça n'a pas de coût. Très bien, si on dit on veut avoir une mesure sur la TVA pour être plus incitatif, ça a un coût. Mais c'est quelques mesures qui ont des coûts budgétaires. Aujourd'hui, toujours quand on parle de recomposition urbaine, recomposer la ville sur elle-même, ça coûte plus cher, mais ça prend plus de temps. Et l'allongement du temps, c'est un facteur d'augmentation de coûts. Quand on travaille sur une friche, savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez les mêmes normes de délai d'enquête environnementale que quand vous travaillez sur un terrain nu dans un champ. Vous avez une étude 4 saisons, faune-flore. C'est-à-dire vous travaillez sur une friche polluée qui est abandonnée depuis 10 ans, le parking avec éventuellement de la pollution en dessous, mécaniquement il y a un peu de végétation qui a repoussé, donc vous avez une étude faune-flore. Donc déjà ça va vous coûter plus cher, mais vous n'avez même pas l'avantage de dire ça me coûtera plus cher, je vais avoir des délais de travaux plus longs, mais au moins la phase d'étude préalable, on récupère un peu de temps dessus. Même pas. On pourrait très bien le faire. Ça ne coûte rien. Il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien. Ce que je veux dire sur le logement, il y a quelques mesures qui coûtent de l'argent. Et je peux entendre que, aussi, on est plutôt sur des familles de pensée où on essaye de ne pas faire croire que l'argent ne vaut rien, qu'il y a des planches à billets dans les sous-sols de Bercy qui peuvent tourner. Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses, c'est du volontarisme, c'est de la simplification. Et ça, fondamentalement, on ne le fait pas. Sur la question, c'était... Oui, alors, la réalité, c'est qu'il faudrait qu'on les fasse. C'est même, d'une certaine manière, un minimum, parce que ça correspond... Alors, peut-être que l'État se plante, mais pour le coup, il y a des services bien faits. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux services de l'État, aux besoins de création de logements correspondant au taux de renouvellement de logements non rénovables, à l'augmentation de la population, au fait que le nombre d'occupants par logement diminue, tendanciellement, encore une fois, on vit plus vieux, on décohabite plus. Donc mécaniquement, à population identique, il faut plus de logements. La réalité, c'est qu'on ne les a jamais tenus. Et que... Aujourd'hui, on est de plus en plus loin de les tenir du fait de la crise sur la production de logements. Et donc, tout le sujet est de savoir comment est-ce qu'on est capable de relancer la machine et comment on est capable de le relancer, pas pour faire des logements, très bien, il y a des logements qui sortent en bord de Seine, sur les quais de Paris, à 24 000 € du mètre carré. Enfin, la réalité, à 24 000 € du mètre carré, vous n'avez pas... de famille, vous n'avez pas de vrais gens qui vont pouvoir aller acquérir ce logement. C'est comment est-ce que vous mettez en place un écosystème qui fasse qu'on produise suffisamment et à des prix décents, qui permettent à tout le monde de se loger. Donc oui, il faut les tenir. Non, le système actuel ne permet pas de le tenir et il ne permet pas de répondre à ce qui est un effondrement de la demande de logement. Sur la question des centres-villes, on a un certain nombre de centres-villes, effectivement, dont on les voit se vider ou se dépeupler. Alors, il y a deux types de régions. Alors, il y a des régions qui se dépeuplent, qui perdent en population, mais c'est une question d'aménagement du territoire global. Et la réalité, c'est qu'on a, y compris à Bercy, certaines tendances qui disent « Ah bah oui, mais de toute façon, il y a 4 millions de mal logés, mais il y a 3 millions de logements inoccupés en France. » Certes, mais enfin, le haut fonctionnaire qui vous dit ça, qui est à Paris, si vous lui dites bah, « Écoute, va t'installer demain dans la Creuse ou dans la Haute-Marne avec ta famille, tes enfants, tu iras retrouver du boulot là-bas et tu refais ta vie. » Il ira peut-être sur sa maison secondaire, mais il n'ira pas forcément pour y faire sa vie, parce que la réalité, elle n'est pas aussi arithmétique que ça. C'était un peu l'idée de Montebourg quand il était candidat pendant 2 mois à la présidentielle, qui était de dire, bah, oui, la réalité, on peut travailler à l'aménagement du territoire, mais l'aménagement du territoire, là encore, c'est des choses à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et le temps qu'on arrive à revivifier ces secteurs-là, vous avez des générations qui ne vont pas se loger dans les zones tendues entre-temps. Donc en fait, c'est 2 sujets qu'il faut traiter de manière parallèle. Ensuite, il y a la question des centres-villes. Les centres-villes, alors certains se vident parce qu'ils se dégradent, ou alors parce qu'il y a un tel niveau de prix du foncier, ce qui est le cas par exemple à Paris, qui fait qu'on n'arrive plus à se loger. Enfin à Paris, quand on est classe moyenne ou avec des familles, c'est compliqué de se loger. Quand on est sur des classes plutôt aisées ou qu'on a la chance d'avoir eu un premier bien qui permet d'alimenter la machine, c'est une chose. Quand on a la chance d'accéder à du logement social, c'est une chose. Quand on n'est pas propriétaire et qu'on n'a pas accès au logement social, ça devient compliqué. Donc des fois, il y a ce type de facteurs-là. Et puis, on a aussi des facteurs qui viennent suraggraver la situation, qui sont la réduction de l'offre de logement sur les centres-villes. Ça va être 3 types de facteurs.
Sur les secteurs touristiques ou en tension, vous avez le phénomène résidence secondaire qui peut exister, mais qui fait, on l'avait vu beaucoup sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranée, on le voit un peu à Paris, plus dans certains quartiers que dans d'autres. Vous avez le phénomène Airbnb, location touristique de courte durée, où aujourd'hui, dans les choses qui ne coûtent rien à l'État, fiscalement, il vaut mieux louer par Airbnb que louer à une famille. Ce que je dis est absolument ignoble, mais c'est la réalité de ce qu'on a créé dans ce pays. Vous louez par Airbnb, la plateforme vous garantit les impayés, chose que l'État est incapable d'assurer au petit particulier qui va avoir acheté un appartement parce que c'est les économies de sa vie pour essayer de payer sa retraite, qui pour le coup, si lui il a un impayé, soit il n'aura rien, soit il aura payé 10% de ses loyers pour au bout de 3 ou 4 mois pouvoir faire jouer la garantie et puis derrière faire jouer l'expulsion. Donc la réalité, c'est que le Airbnb aujourd'hui, vous n'avez pas de risque là où vous avez du risque quand vous louez à une famille qui a besoin de se loger, et vous avez un système fiscal qui est plus incitatif. Donc quand vous êtes dans des zones tendues, honnêtement, qu'est-ce qui coûterait à l'État de mettre à minima les mêmes règles fiscales, voire des règles un peu plus contraignantes sur la location touristique de courte durée par rapport à la location classique? Enfin, créer un statut du bailleur privé, particulier, c'est pas quelque chose qui coûte forcément de l'argent. Et ça, on ne le fait pas. Donc on a des secteurs, on le voit à Paris, on prend tout le secteur de Marne-la-Vallée, Euro Disney, où on a des dizaines, des centaines, des milliers d'appartements qui sortent de la location aux familles. Et puis on a un troisième facteur qu'on va prendre en frontal, c'est la sortie des passoires énergétiques des locations, pour lesquelles Airbnb aujourd'hui, je dis Airbnb, c'est toutes les plateformes, ne sont pas concernées. Là aujourd'hui on vient de sortir les G, c'est quelques dizaines de milliers de logements. À 2034, on descend jusqu'aux étiquettes énergétiques E, qui ne seront plus louables. Moi je ne sais pas comment on fait de l'isolation par l'extérieur dans un immeuble haussmannien. Je ne sais pas comment on le fait. Et là encore, en admettant qu'on arrive à le faire, toute la profession du bâtiment vous dit descendre jusqu'au E à 2034, on ne sait pas faire. En Ile-de-France, c'est 49% du parc de location qui est classé EFG. C'est-à-dire que c'est 49% du parc de logements loués qui devrait être rénové dans les 10 ans qui viennent. On est incapable de le faire. Et donc, ces logements-là qu'on ne pourra plus louer légalement. On aurait pu partir sur le principe de dire on met une surtaxation pour essayer d'inciter à faire, mais sans bloquer la machine. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a une partie qui va être louée au black. Alors là, pour le coup, on est dans l'exploitation de la misère et l'insécurité totale pour le propriétaire comme pour le locataire. Il y en a une partie qui va partir sur les locations touristiques. Voilà. Une partie qui sera totalement inoccupée. Et puis une partie qui va devenir occupée par des propriétaires. Mais dans quel cadre? Parce que des logements que vous ne pouvez plus louer, qui sont mal isolés, alors que plus on va avancer, plus les normes d'isolation, niveau de coût énergétique en hiver et de qualité de vie en été, elles vont être importantes. Les gens qui vont aller acheter, ils vont aller acheter parce que c'est beaucoup moins cher que le marché privé. Donc en gros, vous allez faire une catégorie de logements bien isolés pour les riches, une catégorie de logements passoires énergétiques pour les pauvres. Champion, hein? Oui, merci. On évoquait il y a 15 jours cette question-là, effectivement, la rénovation énergétique dernier étage dans l'Haussmannien. Notre groupe politique, notre famille politique avait fait il y a une mandature un projet de reconquête des derniers étages. C'était une densification qui était intéressante. Aujourd'hui, elle sort complètement à cette norme. On va être totalement, on est mis à plat. Je voulais poser une question, logement social. Si on prend la ville de Paris... excuse-moi, je prends cet exemple. Effectivement, aujourd'hui, Nidago a découvert que la ville de Vienne avait plus de 60% de logements publics. Aujourd'hui, la ville de Paris décide de faire pour 2035 40% de logements publics. Qu'est-ce que tu vois comme intérêt? Est-ce que ça va résoudre le problème aujourd'hui du logement dans Paris? Est-ce que vraiment on a trouvé, là, je dirais, le Graal? J'en profite parce que du coup, tu t'es pas retourné. Tout le monde ne connaît pas forcément René-François Bernard, qui est adjoint au maire du 7e arrondissement et conseiller de Paris. Ou dans l'autre sens. Alors, rapidement, pour que tout le monde puisse intervenir, Anne Hidalgo est vachement forte en communication. Non, mais ce qui est, elle fait de la communication politique, matin, midi et soir. Le problème de fond,
c'est pas tant d'être propriétaire, pas propriétaire, d'être locataire du privé ou du public. En fait, la question, c'est quoi? C'est un, combien coûte son logement à une famille? Première question. Et deux, est-ce que le logement est décent et correspond aux attentes de vie et d'émancipation, d'évolution d'une famille? C'est les deux sujets. Après, dire est-ce qu'il faut que ce soit du logement public ou privé? Honnêtement, on peut gloser dessus. Quand on est sur du BRS, c'est de l'accession sociale. Quand on est sur du PLS ou du LLI, c'est du logement public et on est sur des tarifs qui peuvent être quasiment ceux du privé. À l'inverse, quand on est dans du privé non entretenu, géré par des marchands de sommeil ou pas loin, des fois, il vaut mieux effectivement avoir du logement public qui soit géré et entretenu que du logement privé qui ne le soit pas. Des fois, vaut mieux être locataire en payant un peu moins cher et dans un appartement qui est digne que d'être propriétaire dans un taudis où on est étranglé en payant 35% de ses revenus chaque mois. Donc, pour moi, ça, c'est pas tellement la question. La question de fond, c'est est-ce qu'on fait de la mixité ou est-ce qu'on fait pas de mixité? Et la mixité, c'est la question des typologies d'habitants. C'est la question, est-ce qu'on mixe des quartiers avec uniquement des quartiers de pauvres, uniquement des quartiers de riches, uniquement des quartiers de classe moyenne, des quartiers avec uniquement du logement, sans commerce, sans activité. Et à la limite, elle est beaucoup plus là-dessus. Quand dire on fait un immeuble de logement social, si vous avez 100% de PLAI, c'est juste quelque chose qui est aberrant. Si vous avez une répartition à peu près cohérente entre du PLAI, du plus, du PLS, voire un peu de LLI, c'est-à-dire d'avoir une mixité. Au fond, ce qui tue dans la vie, c'est l'absence de mixité, c'est la consanguinité, c'est l'absence de confrontation. C'est quand on arrive à faire des quartiers qui deviennent d'une certaine manière totalement fermé, communautarisé, que ce soit un communautarisme de riches ou de pauvres. Et le problème de la mairie de Paris, c'est assez souvent, ça a été des aménagements très très forts à grands coups de PLAI, où on a aussi un peu tué cette mixité. Parce que des classes moyennes, c'est aussi des classes qui peuvent accéder au PLS ou qui peuvent accéder au LLI. On a une caractéristique sur le logement social en France. Quand on dit logement social, ça fait peur. Mais c'est presque 80% de la population qui peut bénéficier du logement social. C'est-à-dire que ça se calcule par tranche de revenus. Quand on prend des revenus les plus modestes aux revenus les plus élevés qui ont droit au PLS, c'est pratiquement 80% de la population. Quand 80% de la population peut avoir droit au logement public, oui, le logement public est un logement pour tous. Il n'y a que les très riches qui n'y ont pas droit. Le problème, c'est quand on a dit ça, 40% de logement public, c'est quoi? Et puis, est-ce que c'est une rue avec uniquement du logement social ou est-ce que c'est une rue avec des mixités, avec différents types d'habitats? Merci. J'en ai une, du coup, je veux rebondir sur. Tu parlais tout à l'heure des contingents et que c'est une des raisons des frilosités des communes. C'est qu'elles n'ont pas la maîtrise et que donc on leur demande de faire un effort. Elles sont prêtes à faire un effort, mais elles ne peuvent pas avoir la politique de peuplement. On est d'accord entre nous pour se dire que les communes sont bien plus à même de savoir comment elles peuvent régler les problèmes de mixité que ne le ferait l'État, qui, au nom de la mixité, en fait souvent, en réalité, beaucoup moins. Mais alors, du coup, ça fait à peu près 25 ans que j'entends dire que quand on reviendra au pouvoir, on le fera. Mais le moment venu, devant cet obstacle-là, on n'a jamais mis en place les leviers. Alors, quelle est ta proposition? Tu développé dans le livre, et quel est le levier que tu proposes de mettre en œuvre pour traiter, en tout cas d'un point de vue législatif, j'imagine, ce problème de rendre le pouvoir aux communes? Là-dessus, à mon avis, c'est même pas du pouvoir législatif, c'est du pouvoir réglementaire suffit. C'est uniquement de confier les contingents d'attribution aux communes, alors avec des obligations en termes de nombre d'allos, de nombre d'accords collectifs, etc. Mais c'est confier cette attribution aux communes. Alors souvent, on va vous dire, c'est scandaleux parce que les maires vont faire du clientélisme. Enfin, si le maire fait du clientélisme et que c'est illégal, aujourd'hui il a 20%, il faut même lui mettre 0%. Il faut aller au bout du bout. C'est des fonctionnaires qui décideront. C'est comme la réserve parlementaire. C'était du clientélisme quand c'était les députés ou les sénateurs. Maintenant que c'est le préfet qui est nommé par le ministère de l'Intérieur et qui change tous les 3 ans, c'est pas du clientélisme. Il répond pas à son ministre de tutelle et il va pas s'occuper en priorité des communes qui répondent bien. Enfin, quand c'est un fonctionnaire, c'est du clientélisme propre. Quand c'est un élu qui est celui qui se fait engueuler par les gens et qui porte la construction de logements, c'est du clientélisme scandaleux. Non, moi je considère que c'est quelque chose qui ne coûte rien, qu'il faut mettre des garde-fous, et ça peut être contrôlé a posteriori, qui n'est pas d'ailleurs question,
Quand on parle d'Action Logement, c'est très important. Action Logement est aujourd'hui le principal financeur du logement social. Action Logement qui a encore été ponctionné de 250 millions en septembre sur ses recettes par l'État pour faire autre chose que du logement. Sachant qu'Action Logement est financé par les cotisations des entreprises privées. Mais on peut très bien dire au maire, pas très bien, dans votre commune, vous avez 20% ou 30% de contingent Action Logement, vous proposez des gens qui ont Action Logement dessus. Pourquoi refuser dans ce pays de faire confiance aux élus? Enfin, on est dans une démocratie. On sera en Corée du Nord, je pourrais comprendre, les élus, on ne fait pas confiance. On est dans une démocratie. L'élu, il est là pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction du mandat. S'il n'a pas fait le job, il est remercié. Il y a des instances de contrôle administratives, pénales. Très bien, il y a un encadrement. Mais on part du principe et du postulat que l'élu et l'échelon local, dans ce pays, sont malsains par nature et qu'il faut les priver du pouvoir de faire. Ben, c'est juste totalement irresponsable. Quand vous êtes élu et que chaque semaine, moi je suis maire d'une petite ville, moins de 16 000 habitants, je reçois une dizaine de personnes, 80% c'est pour des questions de logement, c'est des gens que jamais un responsable d'Action Logement, un fonctionnaire de la préfecture ne recevra. Parce que recevoir des vrais gens, ben, effectivement, c'est pas prévu dans le cadrage du boulot. Les seuls qui le font, c'est malheureux à dire, mais c'est les élus locaux et puis les assistantes sociales pour les cas très en difficulté qui vont être amenés à monter des accords collectifs et des DALO. Les personnes qui aujourd'hui attribuent les logements, jamais n'ont vu un demandeur. Jamais. Merci. Merci Eric. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Tu vas prendre un abonnement à la Fédération. Je me suis un peu renseignée auprès d'intervenants de la FNAIM, justement, par rapport à ce qu'ils pensaient des annonces du gouvernement. Alors, ils sont très inquiets sur le cumul de la fin de la loi Pinel, qui était quand même un avantage pour les propriétaires qui louaient, sur les nouvelles normes énergétiques. Parce que ça, par exemple, sur une ville comme Nice, ils prévoient de perdre 20% du parc locatif en 3 ans. Voilà. Pourquoi je parle de Nice? Parce que Nice, en fait, ils ont moins tendance à isoler spontanément que quand tu habites dans un endroit. Le chauffage l'hiver n'est pas le même. Voilà. Donc, ça paraissait moins une nécessité. Donc, il y a des appartements qui se louaient très bien, en très bon état. Ils ne passent plus à rien. Et alors nous à Paris on a un autre souci, c'est que on a une grande inégalité, et c'est là aussi où je vais te poser la question, parce que tu dis donc que l'État intervient, qu'il faudrait plus laisser faire les élus. Et à Paris, d'un arrondissement à l'autre, on passe de 6% de logements sociaux à un parc social de presque 40% dans le 13e ou dans le 19e. Et alors ça c'est terrible parce que ça fait monter le parc privé, et du coup, les Parisiens ne peuvent plus du tout investir dans certains quartiers. Et ce sont, moi je vois, j'habite le 13e, maintenant c'est beaucoup moins un quartier populaire, c'est un quartier de résidence secondaire pour tout ce qui est du parc privé, qui est plus privilégié. Et donc, il y a des acquéreurs qui font beaucoup de travaux, etc. On ne les connaît même pas. Voilà. Donc, c'est même pas du logement Airbnb, c'est-à-dire que c'est du logement vide. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire, toi, si tu étais adjoint au maire à Paris au logement, au ministre du logement? Comment tu penses qu'on peut agir politiquement? Est-ce que tu crois qu'on va arriver devant une crise telle que les politiques vont être obligés de prendre d'autres mesures? Comment tu vois les choses? Voilà. Merci. La crise, on est déjà un petit peu dedans, et moi j'ai tendance à penser que le libéralisme absolu, notamment sur la question du logement, c'est-à-dire penser que les choses se réguleront et se régleront par elles-mêmes, ça marche assez peu. En fait, sur le logement, on a une politique extrêmement libérale, alors avec un certain nombre d'aides ponctuelles, et on voit bien sur 20 ans ou 30 ans que le coût du logement n'a cessé d'augmenter de manière totalement décorrélée des revenus et en fragilisant les plus fragiles. On constate que ça a aussi abouti à une réduction de la surface habitable par logement, parce que dans les tendanciels qu'on marque également, alors très bien, on construit de manière plus qualitative en termes de bilan carbone, énergétique, etc. Mais l'espace de vie s'est totalement réduit. Alors, plus les départements ou les communes sont tendus, plus c'est vrai, mais on le constate absolument partout. Alors Paris, c'est un objet totalement à part, sur le logement social comme sur le reste. Il y a un véritable effort qui a été fait sur la production de logement social à Paris, il faut dire ce qui est. Moi je regarde un petit peu
l'absence de mixité dans un certain nombre de cas, plus qu'autre chose. Mais est-ce qu'il faut le gérer ? Aujourd'hui, c'est géré entre les différents contingents tels qu'il y a. Si on était sur des contingents municipaux, est-ce que ça va être une mairie centrale ou donner enfin un peu de pouvoir aux mairies d'arrondissement? Ça limite, c'est quasiment un débat institutionnel parisien. Moi, je pense fondamentalement que c'est l'échelon local et l'échelon municipal, pas intercommunal, parce que l'échelon intercommunal n'a aucune légitimité démocratique, qui est l'échelon pertinent. Ensuite, on a la question que tu évoquais sur Paris, qui contribue à augmenter le coût. Alors, si quand même sur l'action du logement social, il y a eu un rattrapage très fort, puisqu'en gros, ils vont arriver aux 25%. Mais un rééquilibrage qui s'est fait de manière totalement disparate Est-Ouest, et où on voit bien que, Paris, disparition des classes moyennes, des quartiers de plus en plus riches, et de plus en plus avalés par du logement touristique ou du logement vide ou de l'investissement sur la partie ouest, et des quartiers de plus en plus paupérisés et précarisés sur la partie est. Je schématise, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais on voit qu'on a quand même cet effet-là, et qu'au fond, il n'y a pas eu une logique d'aménagement fort, cohérent, qui est pour finalité d'offrir de la qualité de vie à tous. On a fait ce qui est un peu souvent le problème de la SRU, on a fait de la politique du chiffre. C'est le problème de la SRU. La SRU, on vous demande de sortir un nombre de logements. Que vous sortiez d'ET2 ou d'ET4, que vous sortiez d'ET2 de 30 mètres carrés ou de 45 mètres carrés, avec terrasse, sans terrasse, on est sur du chiffre. Si vous faites du chiffre, vous serez un bon élève, y compris si vous vendez du mal-vivre derrière. C'est un peu la limite de la SRU, c'est un peu la limite de ce qui a été porté à Paris. Le seuil pertinent à Paris, honnêtement, j'en ai pas tellement d'idées. On peut se dire aujourd'hui, on n'est pas dans la majorité d'Anne Hidalgo, donc vaudrait mieux les arrondissements, ça nous préserve là où. Si demain c'est plus elle, on dirait peut-être l'inverse. Donc je pense que la question, il faut quand même un peu la décorréler de la personne ou de l'équipe municipale qui gère une commune à un moment ou à un autre, pour savoir quel est l'échelon pertinent. Mais ça, c'est vraiment une discussion parisienne. Merci. Je vais prendre une série de questions ensemble. Il y a plein de mains qui se lèvent. Le temps tourne. Oui, merci beaucoup et félicitations pour la présentation. Actuellement, on nous parle beaucoup de construction hors site, c'est-à-dire la préfabrication des matériaux biosourcés qui va devenir donc moins cher et tout le monde va avoir accès à un logement sociaux. Je voulais donc avoir un point de vue là-dedans. Et par rapport à votre position à la région Île-de-France, parce que la région Île-de-France reçoit beaucoup de pays d'Afrique qui viennent, et il y a une émission qui vient de se passer, comment décoloniser les architectures dans le continent africain. Merci. Merci. Deux autres questions. Oui, je vais revenir sur un sujet qu'on a abordé l'autre fois, il y a 15 jours. Là, vous avez fait allusion, c'est celui de la rénovation thermique et l'isolation thermique de logements et d'investissement que ça représente. Et on a signalé l'autre fois que les plus retardataires, je dirais, en matière d'isolation, ce sont les ensembles de logements collectifs et souvent, je crois, de propriétaires, de collectivités qui ne font pas les efforts ou ne font rien. Alors ils ne font rien, peut-être parce qu'ils ne peuvent rien faire, parce que beaucoup de ces logements ne peuvent pas être isolés par l'extérieur et nécessitent une isolation par l'intérieur. Et quand on fait des études sur la rentabilité, eh bien on arrive à des retours sur investissement en 30 ans, en 40 ans, 50 ans, sur ce genre sur des projets d'isolation par l'extérieur de ce type d'immeuble. Là, je connais à Paris et je travaille sur un problème de 200 logements. Et or, en 2020, jusqu'en 2020, quand il y avait cette question permanente, insistante, qui a conduit à faire des études thermiques, il y avait une solution, c'est qu'à un moment donné, le conseil syndical se prenne par la main et puis commence à faire quelque chose pour voir comment faire les isolations par l'intérieur
comment faire des parties par isolation par l'extérieur pour globalement, et puis les vitrages aussi, les surfaces vitrées, pour normaliser aussi le changement des fenêtres et essayer de faire un projet complet. Ça, c'était jusqu'en 2020. Puis en 2020, on a pris la décision, il y a une nouvelle réglementation, qui est de la répartition des frais de chauffage, qui dépend maintenant de chaque copropriétaire. Ce qui fait que depuis, chaque copropriétaire est responsable de sa propre isolation. Donc en fait, individuellement, chacun doit faire une étude, choisir son mode d'isolation, choisir ses propres fenêtres, et qu'il n'y a aucun moyen de créer une collectivité quelconque ou de réaliser un ensemble qui permette de monter un programme pour améliorer l'isolation de l'ensemble des 200 logements considérés. Alors moi, je fais des propositions techniques, mais globalement, aujourd'hui, on ne sait pas. Et je pense que cette disposition réglementaire, qui ne tient pas du tout compte, si on lit le texte dans son détail, il ne prend pas du tout en compte le problème de l'investissement et de l'isolation. Il n'est même pas mentionné, on croit. Il prend comme hypothèse la chose suivante: si vous dépensez des calories, c'est de votre faute parce que vous vous chauffez trop. Merci. Vincent? Tout d'abord, merci pour votre approche non dogmatique du logement, et je vais être ravi d'acquérir votre livre et puis d'approfondir votre approche. Pour ma part, je considère aussi qu'il n'y a pas de solution toute faite et que voir dans le logement social une solution miracle serait vraiment une approche extrêmement dogmatique. Par contre, je trouve qu'il y a peu d'inventivité. Et je pense à deux choses, par exemple. On parle beaucoup dans des zones de forte densité de la difficulté d'avoir un personnel, infirmiers, des personnels qui n'ont pas forcément des revenus très élevés. Et je trouve qu'il y a des solutions qui n'ont pas émergé. Moi, je pense que, par exemple, le logement par nécessité de service, c'est une chose qui peut être assez belle, qui permet de procurer socialement un logement à quelqu'un, en plus à quelqu'un qui est rémunéré et qui donc va vous payer, parce qu'il y a tout ce problème-là aussi dans le logement social, quelqu'un qui est inséré aussi, auquel on offre un emploi. Et puis il y a une deuxième qualité de logement qui est celle des logements des gardiens d'immeubles. On a une approche sur les gardiens qui est vraiment contre-productive, puisque la plupart des copropriétés cherchent plutôt à s'en débarrasser, alors qu'en fait on est dans une zone de forte densité où on a besoin justement de liens sociaux, où on a besoin de gens en permanence en présence, et c'est un facteur d'intégration extraordinaire, le métier de gardien, pour les enfants du gardien, qui va vivre aussi dans un environnement, et il y a des potentiels et une imagination, je trouve, qui n'est pas assez forte pour le logement, et qu'il faut mettre en œuvre, et merci d'y participer, justement. De l'imagination et puis de la souplesse, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout réglementer, on ne peut pas faire la même règle pour tout le monde, partout, où que ce soit. On a besoin de diversifier les choses. On a besoin d'avoir plusieurs systèmes qui puissent cohabiter, parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie, on n'a pas tous les mêmes statuts, les mêmes aspirations. Et en fait, on doit redonner un peu de liberté aux choses. Sur les points que vous évoquiez, il y a plein d'autres choses. Moi, je crois beaucoup à la question du béguinage. Oui, c'est quelque chose qui est totalement sous-utilisé. La question des logements pour nécessité de service, oui. Enfin, on les a supprimés partout. Il y a encore 40 ans, tous les enseignants avaient un logement pour nécessité de service. Aujourd'hui, il reste des chefs d'établissement sur des collèges ou des lycées. Mais ça s'arrête là. Et les enseignants, maintenant, ils sont professeurs des écoles. Ils ont une petite prime en plus annuellement qui ne couvre pas le montant du logement qu'ils percevaient avant. Voilà, la question des gardiens. On sait que quand vous n'avez pas de gardien ou quand vous avez un mauvais gardien, particulièrement sur des secteurs de logement un peu moins favorisés économiquement, ça contribue à faire que vous ayez des immeubles ou des quartiers qui se déprécient ou au contraire qui sont tenus, selon que vous ayez un gardien qui fasse le job, qui soit là, ou qu'il n'y ait pas de gardien ou que ce soit un zombie. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on a
effacé et supprimé petit à petit sur la question des ce qu'on appelait les travailleurs de première ligne. Quand j'entends le ministre du Logement actuel, qui est passé par le Parti communiste, qui est passé par le Parti socialiste, dire au terme des conclusions du CNR qu'on va faire du LLI, c'est-à-dire du logement intermédiaire, que ça va être l'alpha et l'oméga, et que ça va permettre de loger les travailleurs de première ligne. Enfin, je me dis, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Il a oublié ce qu'il était, ou il lit sa feuille du LLI, vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignant, vous êtes enseignant début de carrière, vous n'avez pas accès au LLI. Ou alors c'est que vous êtes marié, vous êtes en couple avec le chef de service. Mais du LLI en termes de tarifs de location, c'est pas vrai. C'est pas accessible sur des travailleurs de première ligne. Ou alors c'est qu'ils ont la chance de vivre en couple avec quelqu'un qui gagne mieux. Et ça n'est pas une solution. Les travailleurs de première ligne, s'ils sont célibataires, seuls avec enfants, ce qui est quand même de plus en plus le cas avec des cohabitations, ou qu'on est sur un couple de travailleurs de première ligne, la seule solution, c'est le logement social. PLAI ou plus, mais c'est le logement social. Et le fait d'avoir la décorrélation des contingents, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas. Déjà, tous vos travailleurs de première ligne fonctionnaires, vous travaillez à la PHP, vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas droit à Action Logement. La préfecture ne vous traitera pas en priorité si vous n'êtes pas en hébergement ou au logement insalubre, donc ils ne vous examineront pas, y compris si vous êtes un travailleur de première ligne. Donc on en revient, c'est les contingents des maires et des bailleurs. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et donc on a un système qui est totalement fossilisé et où les travailleurs de première ligne, on fait du vent, on fait du vent, on fait du vent. Vous dites très bien, on ne donne pas les contingents aux maires, on continue à les traiter depuis l'État. Alors il y a quelques expérimentations, on signe une convention pour dire il y a 100 logements, on va faire une expérimentation avec la PHP, etc. La réalité, c'est qu'on ne le fait pas. On ne veut pas le massifier parce qu'on considère que l'expérimentation, c'est travailler avec le local et que travailler avec le local, avec le politique, c'est quelque chose qui est risqué. Et vous savez, ce qui est très dur, c'est que l'État, enfin c'est humain en même temps, on a beaucoup de mal à se départir du pouvoir qu'on a. On a l'impression assez souvent que si on se départit d'une partie du pouvoir, on se fait harakiri ou on n'existera plus. Et pour toute une partie de l'État, quand on parle du logement, la gestion d'une part de contingent, c'est aussi une part de pouvoir. Donc ça, c'est quasiment un peu plus un débat philosophique. Sur la question qu'on avait un peu évoquée l'autre jour sur la rénovation, moi je vous rejoins totalement. Là aussi, on a besoin de simplicité, on a besoin de bouger les lignes, on a besoin d'adapter les systèmes au réel. Et si on ne le fait pas massivement, on s'en sortira pas. On a besoin, je pense fondamentalement, de l'évoquer à la question tout à l'heure, de pouvoir faciliter le rehaussement de biens collectifs quand ça permet de financer une rénovation, y compris de donner des exemptions par rapport à un PLU. On peut très bien imaginer ça. On gagnerait un étage dans beaucoup d'immeubles en zone très dense, ça ne changerait pas fondamentalement les choses, ça offre un peu de logement et ça peut permettre de payer la rénovation. On peut trouver plein de choses, mais en fait aujourd'hui, on reste dans des règles. Et puis vous savez, quand on vous dit, quand on a fait 7 mois de CNR et qu'on vous dit au terme de 7 mois de CNR, oui mais alors tel sujet est intéressant mais il faut qu'on continue à travailler dessus. On sera aux 18 mois qui sont la fin de la durée de vie moyenne d'un ministre et puis dans 18 mois on mettra une pièce dans le jukebox avec le suivant pour recommencer la même chose. Sur les deux questions que vous évoquiez, alors sur la question de la construction en Afrique, je ne sais pas véritablement vous dire. Moi, je pense que ça passe aussi par le fait la France est un pays qui est assez exceptionnel parce qu'il a rayonné et il continue à rayonner par la capacité à former, à accompagner la formation d'ingénieurs, d'architectes. Et moi, je pense que fondamentalement, le rôle qui est celui de la France aujourd'hui en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en accueillant des étudiants, en leur permettant de grandir, c'est aussi leur permettre derrière d'avoir leur savoir-faire, de se faire leur propre personnalité et de construire les choses différemment. Je ne sais pas si ça vous satisfait, mais je pense qu'en tout cas, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire ou faire de manière utile. Sur la construction hors site, il ne faut pas se raconter de crack, c'est pas quelque chose qui va faire baisser le coût de l'immobilier. Ça peut éviter que ça ne surexplose. La construction hors site, en fait, elle a 3 intérêts. Généralement, un bilan carbone plus faible, parce que tout est usiné en usine en amont, et c'est un moyen de répondre
aux normes DRE 2020, 2025, 2028, notamment quand on parle de matériaux biosourcés, qu'on parle de béton de chanvre, qu'on parle de bois. La construction hors site est un moyen d'y répondre. Donc ça, première chose. La deuxième chose, ça va plus vite. Parce que la construction hors site, si vous voyez un immeuble qui est construit en bois, en béton de chanvre, en fait, vous amenez des plaques, c'est du Lego. Donc une fois que l'ossature est faite, c'est comme du bâtiment industriel, vous venez clipser quasiment les modules. Alors d'ailleurs, on a aussi des armes de construction où c'est des modules de vie complets. On a différents types de choses qui se font, mais ça permet de gagner du temps. Et la troisième chose, là où je dis que ça ne fera pas baisser le coût de construction, c'est que tous les facteurs que je vous ai indiqués d'augmentation du coût vont continuer à se produire. Mais l'augmentation du coût du foncier, tant qu'on n'aura pas le courage de plafonner le coût du foncier, l'augmentation des coûts matériaux, il va continuer à se faire, l'augmentation des coûts financiers, ils vont continuer à se faire. Par contre, effectivement, l'acte de construire, ça revient un peu moins cher quand vous créez... Si vous créez un immeuble et que vous le créez avec des plaques de béton, de chanvre ou de bois préassemblés en usine, ça coûte moins cher que si vous le faites sur place. Donc c'est quelque chose qui peut permettre d'écraser tout ou partie des surcoûts liés au RE. C'est un peu le pari que font un certain nombre de constructeurs ou d'aménageurs, c'est de dire les RE augmentent le coût, mais la massification des process et notamment le hors-site peuvent permettre de l'écraser ou de le lisser. Mais il ne faut pas faire croire que ça permettra de faire baisser le coût de la construction neuve. Au mieux, ça peut permettre de le stabiliser. Mais ce qui est déjà mieux que rien. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière série de questions. Pareil, il n'y en a plus. Il arrive à l'épuisement. Des questions. Ah, une dernière. Non, c'est une par personne, donc c'est trop tard. Tu la poseras pendant l'apéritif. Alors, j'ai reçu des pubs, j'en reçois depuis 2 ans, pour une société qui s'appelle Woodeon, qui fait des immeubles en bois. Et là où j'avais été très surprise, c'est qu'il y a 2 ans, ils proposaient des tarifs inférieurs de presque 30 ou 40% si on habitait dans le même département ou les départements frontaliers. Donc, ils avaient des pubs sur Clamart, Meudon, ce genre de choses. Et les prix étaient vraiment incroyables. Et là, ils construisent à Boulogne, et maintenant, c'est les prix normaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de réglementation, parce que ça me paraissait être un élément intéressant d'accession à la propriété, puisque ces réductions étaient valables pour les gens qui habitaient déjà dans le même département ou les départements limitrophes. Alors là-dessus, j'aurais que des hypothèses. Woodeon, c'est un très très bel exemple industriel français. C'est une entreprise qui s'est créée il y a un peu moins d'une dizaine d'années, qui a été portée par 2 personnes qui font partie des gens un peu innovants, brillants, disruptifs, comme on peut en trouver dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier, et qui sont partis, dire on se crée une société, l'objectif c'est le tout bois, comment est-ce qu'on construit? Ça se fait beaucoup maintenant, ils étaient très novateurs quand ils ont lancé l'objet, et d'ailleurs comme ils se sont bien débrouillés, ils viennent de revendre la société à un très gros, qui vient dans des opérations de regroupement se réorganiser. Mais Woodeon a été marqué pendant des années par un peu l'innovation, parce que ça a été les premiers à faire beaucoup sur un certain nombre de hauteurs. Ça n'a pas été les seuls, mais ils ont très bien marketé les choses, parce qu'ils savent faire. Alors ils ont effectivement quelques sujets, quelques objets en Ile-de-France et ailleurs. Après, globalement, l'augmentation des coûts de construction et de vente, elle est vraie pour tout le monde. Elle est vraie que vous parliez de matériaux biosourcés ou de matériaux classiques. Ce qui peut faire les différences de tarifs observées, ça peut être une offre commerciale totale, en ayant une différenciation de prix et en fait n'importe qui dans une logique un peu promotionnelle, aussi de qualification, de démarrage d'une entreprise pour le faire à un moment ou un autre. L'augmentation des coûts, elle est réelle. Dans les choses qui peuvent impacter de manière très forte le prix de vente du privé, c'est le nombre de logements sociaux que vous allez avoir. Pourquoi un logement social, un bailleur va l'acheter en Ile-de-France entre 2005 à 3200 € du mètre maximum.
Quand vous avez un prix de sortie, je ne sais pas, à Clamart, ils vendaient à 8005. Là, la bulle est en train de péter. Quand vous avez 20% de logements sociaux qui sont construits, si c'est un bailleur social qui fait tout, c'est-à-dire que c'est des subventions. Si c'est une opération de promotion privée, pour arriver à vendre à 3000 ou 3200 à Séquence, I3F ou qui vous voulez, la réalité, c'est que vous équilibrez sur la part de vente du privé. Et donc, vous avez, en fait, plus le marché est élevé, plus le prix du privé grimpe pour permettre de sortir une part de logement social. Donc, aussi, d'un programme à l'autre, c'est quelque chose qui peut jouer. Est-ce qu'ils ont été attributaires dans le cadre d'une ZAC sur les logements concernés, avec une demande de la commande publique, entre guillemets, délégataire de la commune ou des communes, demandant à ce qu'il y ait tel type de réflexion qui soit menée. Je pense que ça peut être un peu tout ça. Voilà, je n'aurais pas une raison particulière, mais je pense que ça peut être un peu la combinaison de l'ensemble de ces facteurs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre attention et merci merci de à ton toi. accueil. On peut t'applaudir. C'est rare d'être à la fois technique et passionnant, et tu as réussi à tenir cette ligne de crête, hein, et c'est aussi la richesse de nos réunions. Je sais que beaucoup d'entre vous recherchez ça, qu'on soit aussi un lieu de débat, de dialogue, de réflexion, et qu'on ne soit pas simplement dans des slogans, mais qu'on puisse nourrir notre projet. C'est le but qu'on s'est fixé il y a quelques mois quand on a voulu relancer ce type de réunion, nourrir notre projet municipal pour Paris. Et donc c'est formidable de pouvoir entamer cette réflexion avec toi. J'imagine que vous avez encore beaucoup de questions, donc vous pourrez les poser à Jean-Philippe autour d'un verre de l'amitié. Et si vous n'avez pas de réponse directement à toutes ces questions-là, vous les trouverez dans son livre, que je vous invite également à retrouver sur cette table, puisque c'est aussi l'occasion d'un moment convivial de dédicace. Donc tu vas te chauffer le poignet après avoir parlé. Et donc merci encore à toi. Et bon voilà, on a un peu de temps à partager maintenant ensemble, d'un côté de la pièce ou de l'autre, et au milieu bien entendu. Merci à toi. Ah.